Bonjour à toutes et à tous. On va faire maintenant le corrigé de l'exercice 3, mais de la partie B, puisque la partie A a déjà été faite il y a quelques semaines. Cet exercice 3 se trouve à la page 2 de votre série d'exercices. Et pour faire cette correction, on va s'appuyer sur le corrigé. Et le corrigé de la partie B de l'exercice 3 se trouve à la page 14 de votre série de corrigés. Alors, dans l'exercice 3B, en fait, il s'agit de faire à peu de choses près la même chose qu'à la partie A. C'est-à-dire que vous avez donc deux vecteurs, A et B, que je vais dessiner un petit coup en rouge, là, ici, qui sont clairement définis par leur norme et l'angle qu'ils font par rapport à l'axe X. Même chose pour B, qui est défini par sa norme, la longueur du vecteur, et l'angle qu'il fait par rapport à l'axe X. À la partie A, il fallait déterminer géométriquement, donc par un jeu de translation, ce genre de choses, un troisième vecteur C qu'il faudrait ajouter au vecteur A et B de manière à ce que la résultante des trois soit nulle. Et bien maintenant, à la partie B, il faut faire exactement la même chose, sauf qu'il ne faut pas le déterminer ce vecteur C de manière géométrique, mais il faut le déterminer par calcul. Donc, il s'agit pour ça de décomposer les vecteurs A selon le système d'axe X, Y, et donc de déterminer les composantes des vecteurs A et B, et pour ensuite pouvoir déterminer les composantes du vecteur C. Alors, pour faire cela, donc, tout d'abord, partons du point de départ, bien sûr, qui est, on veut que la somme des trois vecteurs A, B et C soit égale à 0. On veut une résultante des forces qui soit égale à 0. Donc, pour avoir ceci, eh bien, la résultante des trois, c'est A plus B plus C égale à 0. Donc maintenant, nous, si on veut déterminer C, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est passer A de l'autre côté et B aussi de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il faut faire moins A moins B. Et donc, en définitive, le vecteur C il devra être égal à moins A moins B. Donc, si on arrive à déterminer les composantes des vecteurs A et B, qui vont s'écrire de cette manière, en fait, A, ce sera la composante A selon l'axe X et la composante A selon l'axe Y. Donc, c'est un nombre qu'on cherche ici et là. Donc, on va calculer ça. Idem pour B. Si on les a, eh bien, on balance ces composantes dans cette équation qu'il y a ici, l'équation numéro 1 ici. Et puis, on pourra déterminer les composantes du vecteur C. Alors, les vecteurs A et B, ils sont définis par leur norme et par l'angle qu'ils font avec l'axe X. Donc, le vecteur A a une norme de 2 cm d'après la donnée et il fait un angle de 50 degrés au-dessus de l'axe X. Tandis que le vecteur B, eh bien, lui, il a une longueur de 4 cm et il fait un angle bêta égale 10 degrés en dessous de l'axe des X. Ça, c'est les données, en fait. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer les composantes, par exemple, du vecteur A? Alors, pour cela, je vais retourner sur le corrigé, sur le schéma. Et donc, je vais représenter les composantes du vecteur A. Donc, vous avez le vecteur A que je vais représenter ici en rouge. Et donc, d'après ce qu'on a vu, si vous prenez une droite, vous allez au bout du vecteur A et vous descendez perpendiculairement sur l'axe X. Ici, il faut que ce soit une perpendiculaire, là aussi, bien entendu. Et bien, du coup, la partie parallèle à l'axe X, que je vais dessiner en jaune ici, ça, c'est la composante qu'on peut appeler X de A. Puisqu'on aura à la fin le vecteur A qui est égal à AX, AY. Donc, ce AX ici, ça correspond à cette longueur que j'ai dessinée en jaune. Si maintenant on fait la même chose sur Y, donc on part du bout de A et on va perpendiculairement sur l'axe Y. Donc là, il y a un angle droit, et là, bien entendu, aussi. Et bien à ce moment-là, la composante selon Y du vecteur A, c'est la longueur de ce côté vert que je dessine ici. J'ai dit X, je crois, mais c'est évidemment, vous m'avez compris, c'est Y. Ça, c'est la composante Y de A, c'est-à-dire cette partie-là du vecteur.
Alors, là-dedans, on voit apparaître un angle. Hein, il y a un angle de 50 degrés. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que nous, ce qu'on connaît, en fait, c'est la longueur A. On sait que A égale 2 cm, donc ça, c'est connu. Et puis, on connaît l'angle que j'ai appelé alpha. Hein, ça, c'est l'angle alpha qui vaut donc 50 degrés. Alors, si vous regardez ce qui se passe dans ce triangle formé par les côtés rouge, vert et jaune, eh bien, on peut déjà dire, par exemple, que le cosinus de l'angle alpha, hein, c'est-à-dire de 50 degrés, on va mettre alpha, il est égal à quoi? Le cosinus, c'est cos adjip. Quel est l'adjacent ici? Le côté adjacent de cet angle de 50 degrés, c'est le côté qui est en jaune, c'est-à-dire AX. Et l'hypoténuse, c'est le côté qui est en rouge, le grand côté, c'est-à-dire A, en fait. Donc maintenant, si vous voulez avoir AX, eh bien, il vous suffit de faire A fois le cosinus de l'angle alpha. Comme on connaît A et qu'on connaît l'angle alpha, on peut calculer AX. Donc on va le faire tout à l'heure. Je profite d'avoir ce schéma pour voir ce qu'on peut faire avec AY en fait. Eh bien, toujours cet angle ici, si vous cherchez à calculer le sinus de l'angle alpha, eh bien le sinus c'est l'opposé sur l'adjacent. Alors l'opposé de l'angle alpha ici c'est quoi? C'est le côté qui est vert, c'est ce côté-là. Et ce côté-là, c'est le même côté que AY. C'est AY qu'il faut diviser par l'hypoténuse qui est donc A. Et là, de nouveau, vous pouvez calculer AY en retournant cette équation en faisant donc A fois sinus de l'angle alpha. De nouveau, comme on connaît A qui vaut 2 cm et qu'on connaît l'angle alpha qui vaut 50 degrés, on peut calculer AY. Donc du coup, grâce à ça, on peut déterminer les composantes ici. Alors, retenez bien ceci et cela. Donc maintenant, ça j'efface. Ouais, ça je vais tout effacer. Et de même que ça, hein, bien sûr. Et donc, je retourne au corrigé. Hein, le corrigé ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans ce corrigé que nous avons A, la norme de A qui vaut 2 cm, et l'angle alpha qui vaut 50 degrés. Donc, du coup, le vecteur A, il a comme composante AX, et là, on va utiliser cette formule qui est ici. AX, c'est égal à donc A fois cos alpha. On utilise à la place de A la valeur de 2 cm, et pour l'angle alpha, eh bien, on utilise les 50 degrés. Et du coup, si on fait le calcul, on trouve 1,286 pour la composante AX. Donc ça, c'est calculé. Puis maintenant, si on fait la même chose, mais avec AY, eh bien, on a le AY ici, d'après cette formule, qui doit être égal à A, donc on prend le A ici, fois le sinus de l'angle alpha, d'après ce qu'on a calculé tout à l'heure. Donc encore une fois, je prends le A qui vaut 2 cm, et puis je le multiplie par le sinus de 50 degrés, puisque alpha vaut 50 degrés. Et donc quand on fait le calcul, on trouve comme valeur 1,530, que j'aurais dû faire d'ailleurs en vert, puisque c'est la composante selon Y est en vert. Donc avec ça, on a pu déterminer ici les composantes du vecteur A. Donc on a, mettons ce vecteur A, je vais le dessiner en jaune, en bleu par exemple, ici, hein, eh bien on a cette partie-là en fait, le A ici. Donc maintenant, ce qui nous reste à déterminer, c'est le B. Donc on va procéder exactement de la même manière, mais sur le vecteur B. Donc, de nouveau, je retourne au schéma qu'il y a ici. Vous avez le vecteur B que je dessine en rouge. Je me suis un petit peu raté, donc je le refais un petit peu mieux. Voilà, le vecteur B. Vous prenez le bout de la pointe du vecteur B et vous descendez de manière perpendiculaire sur l'axe X. Et alors,
la partie qui part depuis le début de B et qui va jusqu'à ce bout-là, c'est la composante qui est donc parallèle à X pour B. Donc, c'est ce qu'on appelle BX. On fait exactement la même chose, mais cette fois en partant depuis le bout de B et en allant de manière perpendiculaire sur Y. Et donc, cette fois, eh bien, on va trouver la composante selon Y de B. C'est ce que j'ai dessiné en jaune ici. Alors, cette composante en jaune, c'est la partie qui est parallèle à Y du vecteur B. Donc, c'est ce qu'on appelle BY. Maintenant, évidemment, le B, le vecteur B, on peut l'écrire comme étant égal à quelque chose à deux composantes, BX en vert, et puis BY en jaune. Alors, comment calculer ces deux composantes, BY et BX? Eh bien, de nouveau, ici, on a une notion d'angle. Là, il y a un angle. C'est cet angle qu'on a appelé bêta, qui vaut donc 10 degrés. Alors, maintenant, on a un triangle, un triangle rectangle entre le côté vert qui est ici, là en haut, le côté jaune ici, et le grand côté qui est le côté rouge, qui est donc le grand côté, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Alors, si maintenant on cherche à calculer le cosinus de l'angle alpha, eh bien, qu'est-ce qu'on aura? Le cosinus de cette, de bêta, excusez-moi, il s'appelle bêta. Le cosinus de l'angle bêta, c'est quoi? C'est l'adjacent sur l'hypoténuse, cosagit. L'adjacent, c'est BX ici. Donc, c'est BX divisé par l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est le grand côté. C'est le côté rouge. Donc, le côté rouge, c'est B. C'est la longueur totale du vecteur. Donc, maintenant, si on a besoin, et c'est ce qu'on a, et on en a besoin de BX, on retourne cette formule et on trouve que BX est égal à B fois le cosinus de l'angle bêta. Donc, si on connaît B, et on le connaît, il vaut 4 cm, et qu'on connaît bêta qui vaut 10 degrés, on peut donc calculer BX. Pour BY maintenant, comment on fait? Eh bien, de manière quasiment analogue, il y a une petite difficulté en plus. Alors, si maintenant on cherche à calculer le sinus de l'angle bêta, le sinus, c'est sinopipe. Donc, l'opposé à cet angle de 10 degrés, c'est le côté jaune ici. Et ce côté jaune, c'est en fait le même que celui-là. Donc, c'est BY. Et donc, sinopipe, ça doit être divisé par l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est le côté rouge, c'est-à-dire A. B. Donc, maintenant, si on veut BY, eh bien, il suffit de faire B, de retourner cette formule et de faire B fois le sinus de l'angle bêta. Et là, en fait, on a une formule qu'on va pouvoir utiliser puisque B, encore une fois, c'est connu et que l'angle bêta, il vaut 10 degrés, il est connu aussi. Alors, attention, là, il y a une subtilité dont je n'ai pas encore parlé et que je dois donc préciser maintenant, qui est très importante. Pardon, là, j'ai été un petit peu fort. Voilà, donc je vais juste enlever ce machin parce que l'autre, j'arrive pas. Alors, ce que j'ai pas précisé ici et qui est très important, c'est les histoires de signes. Quand vous prenez le vecteur B, il part depuis le point O ici et il finit là. Donc, maintenant, sa composante selon X, c'est-à-dire BX, elle commence là et elle finit là. Il y avait la flèche verte, on la voit toujours ici. Elle va en direction de la droite, comme l'axe X. Donc, ça veut dire qu'elle est positive. BX, c'est une grandeur qui est positive. Donc, c'est comme si là, on mettait un plus. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce que justement, le plus, si on le met ou on ne le met pas, ça ne change rien du tout. Là où ça devient important, c'est justement pour la partie BY. Pourquoi? Eh bien, parce que BY, si vous prenez le vecteur B, donc encore une fois, il part depuis ce point-là, et selon Y,
vu que le bout de B est là, selon Y, la fin est ici. Donc ça nous fait un vecteur qui va contre le bas. Une composante, on va dire, qui va contre le bas. Par rapport à Y qui va contre le haut, eh bien cette composante-là, BY, elle doit être négative. Donc il faut non seulement penser à la valeur, comme on a fait avec les calculs cosinus, sinus, etc., avec ces formules-là et là, mais en plus il faut penser au signe. Donc pour le vecteur A, toutes les valeurs tous les signes étaient positifs, donc j'ai un peu éludé le problème, j'en ai pas parlé. Mais ici, on est obligé d'en parler parce que justement, la composante Y du vecteur B est une composante négative. Donc, ça veut dire que dans la formule ici, il faut rajouter un signe négatif. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, on va calculer véritablement ces valeurs de B, en fait, de Bx et de By, de manière à avoir les composantes du vecteur. Alors ça, c'est ce que j'ai fait dans le corrigé, encore une fois. Donc, je vais tâcher de garder les mêmes couleurs que tout à l'heure. Donc, Bx, c'est la composante ici, c'est égal, d'après la formule, à B, donc B qu'il y a ici, fois le cosinus de l'angle bêta. Alors, B, la longueur du vecteur, c'est 4 cm. On prend 4 ici. Et puis, l'angle bêta, lui, il vaut 10 degrés. Donc, on prend le cosinus, d'après la formule ici, cos de 10 degrés. Et donc, quand on fait ce calcul, le bêta, il est ici, quand on fait le calcul, on trouve comme composante 3,939. Pour Bx, donc là, on a utilisé cette formule. Utilisons maintenant By, ou calculons maintenant By. Donc, By, d'après la formule, c'est moins, le petit moins qu'il y a ici, B en rouge. Là, on va utiliser cette grandeur-là, c'est-à-dire le 4. Le moins, il faut le garder, bien entendu. Et puis, on multiplie le tout par sinus de bêta. Donc là, il y a sinus de bêta. Et comme bêta vaut 10 degrés, eh bien, ça fait moins 4 fois sinus de 10 degrés. Et donc, quand on fait ce calcul, eh bien, on trouve une valeur de moins 0,695 pour B. Donc ici, on a les composantes de B. Donc, tout à l'heure, on a calculé les composantes de A. Maintenant, on a calculé les composantes de B. On peut donc calculer les composantes de C. Alors, pour ça, eh bien, on va insérer dans notre calcul, c'est-à-dire dans cette formule-là, que j'ai réécrite ici, c'est la même chose, on va faire moins A, ici, hop, voilà. Écoutez, je vais faire ça plutôt comme ça. Je vais faire C est égal à moins A, que je vais faire en vert. Donc, A, rappelez-vous, c'est 1,286, 1,532. Puis on met un moins. Donc, il y a le moins, et puis les composantes qui sont ici. Et puis maintenant, on fait encore moins B. Donc, le moins, il est là, et puis le B, il est ici. Ça, c'est le vecteur B. Donc maintenant, il faut que je nettoie un petit peu tout ça parce qu'on ne voit plus rien du tout. Donc maintenant, on développe le tout. Vous avez, selon x, on va mettre moins 1,286, on retrouve là, moins 3,939. Moins 3,939. Vous faites le calcul, vous trouvez moins 5,225. Selon y, eh bien, vous avez moins 1,532, qu'on retrouve là, moins 0,697. Donc là, il y a un moins, et puis là, il y en a de nouveau un. Donc, moins, vous savez que ça fait plus. Il y a moins, ici, 0,695. Vous faites les calculs correctement, vous trouvez moins 0,837. Donc voilà notre vecteur C, dont on a trouvé les composantes. Donc là, d'une certaine manière, on a terminé. On peut faire une petite analyse. On voit que les deux composantes ont des valeurs négatives. Donc, environ moins 5 pour la partie X, et puis moins 5,2 et moins 0,8 pour la partie Y. Donc, deux valeurs négatives. Alors, si maintenant, vous allez vous retourner ici, vous
avez la valeur selon x qui est environ moins 5, donc ça va être quelque part par là, hein, à peu près, moins 5,2, quelque chose comme ça, et puis moins 0,8 environ hein, pour la partie selon y. Donc du coup, vous devriez avoir un vecteur oups, là, qui a à peu près hein, j'ai fait ça très grossièrement, à peu près cette allure-là, hein, qui est en fait l'allure qu'on avait déterminée à la partie A en réalité. On doit obtenir le même résultat, puisque c'est juste le cheminement qui est différent. On est censé obtenir le même résultat. Donc maintenant, on a déterminé les composantes. Donc en fait, l'exercice, il est terminé. On pourrait s'arrêter là. Mais on peut aller un peu plus loin, et c'est ce que j'ai fait dans le corrigé, en calculant en plus la norme du vecteur C, c'est-à-dire sa longueur, que vaut la longueur, et puis essayer de déterminer aussi l'angle qu'il fait ici, par exemple. Cet angle qu'on pourrait appeler gamma. Hein. Quel est cet angle? Alors, je vais faire un petit schéma un petit peu plus propre. Hein. Donc, admettons donc que ce vecteur C soit comme ça. Ça, admettons donc que ce soit le vecteur C. On a l'angle qu'on cherche à calculer, qui est l'angle gamma ici. Et puis maintenant, encore une fois, si on prend le bout de C et qu'on part de manière perpendiculaire sur X, eh bien, la composante parallèle à X devrait être égale à ce qu'on appelle Cx. Hein, donc, quand on a C qui est égal à Cx, Cy, c'est cette partie-là. Hein, c'est une partie négative. On avait trouvé moins 5, combien on avait trouvé moins 5,225. Hein, donc, c'est effectivement, là, c'est moins 5,225 ici. Et puis maintenant, si on procède de manière identique, mais de manière parallèle enfin perpendiculaire à Y, pardon, eh bien, la partie qui est parallèle à Y, ici, ça, c'est censé être la composante CY, c'est-à-dire ce qu'on a là en bas dans le vecteur. Cette partie-là, on voit aussi que par rapport à l'axe Y, c'est une partie négative. Et en fait, ici, la valeur doit être négative et on avait trouvé moins 0,837. Donc, on a vraiment deux nombres négatifs, deux composantes négatives, celle pour x et celle pour y, hein, parce qu'on voit qu'elles vont chacune dans le sens opposé hein, à x et à y. Alors maintenant, je vous disais, essayons de calculer la norme du vecteur, c'est-à-dire la longueur de l'hypoténuse ici, la longueur du vecteur C. Alors, il y a un petit théorème que vous connaissez, j'espère, par cœur, qui est ce qu'on appelle le théorème de THM, ça veut dire théorème, hein, théorème de Pythagore. Que dit le théorème de Pythagore? Il dit que l'hypoténuse au carré est égale au carré d'une des cathètes plus le carré de l'autre cathète. Donc, l'hypoténuse au carré, c'est quoi en fait? C'est C au carré. Hein, l'hypoténuse, c'est en rouge, c'est C. Donc ça doit être égal à une des cathètes, c'est-à dire Cx au carré, plus l'autre cathète, Cy, également au carré. Voilà le théorème de Pythagore. Donc nous, maintenant, on connaît Cx et Cy, donc on peut, avec ça, calculer C. C'est ce que j'ai fait dans le corrigé, ici. Attendez, hop. Voilà. C'est ce qui a été fait. On va tout effacer. Non, peut-être pas tout, juste ce qu'il y a là. Voilà. C'est ce qui a été fait. Là, on va... Voilà. Alors, donc, je vous rappelle que nous, on connaît C, ici. Et que C, il a une composante selon X, qui est celle-là, et une composante selon Y, qui est celle-là, en jaune. Donc maintenant, en appliquant Pythagore, si vous voulez C, ben vous devez faire quoi? Vous devez d'abord faire Cx au carré
Ensuite, vous devez additionner CY au carré. Et puis, ça, c'est censé donner C carré. Donc, pour avoir C, il faut en prendre la racine. C'est la formule qu'il y a ici. Je voulais faire ça en rouge, mais je me suis loupé. Donc, je recommence. Voilà, la racine. Donc, maintenant, vous prenez vos valeurs. Moins 5,225 pour CX, qu'on met au carré, plus moins 0,837 qu'on met au carré. Et puis à la fin, quand on a cette somme, on prend la racine. Et donc, on trouve la norme de C qui est égale à 5,292 cm. Donc ça, on peut dire que c'est environ 5,3, parce que nous, on a de la peine à mesurer en dessous du millimètre. Donc 5,3 cm pour arrondir. C'est la réponse qu'on avait trouvée d'ailleurs en faisant la construction géométrique à la partie A. Alors, maintenant qu'on a fait ça, déterminons le fameux angle gamma. Alors, l'angle gamma, je suis obligé de reconstruire un petit peu les choses. Vous avez le vecteur C qui est comme ça. Et puis donc, on avait dit que CX, c'était la composante parallèle à X, et puis que CY, c'était la composante parallèle à Y. Je ne refais pas toute la construction, quoique si je devrais peut-être. Ça, c'est CX, pardon, CX. Et puis, en jaune, c'est CY, ici. Alors, on retrouve, on retrouve le côté CY ici, et on retrouve le côté CX là. Bon, là, j'ai fait un petit peu à la va-vite. Alors, maintenant, je vous rappelle que nous, ce qui nous reste à déterminer ici, c'est l'angle. Quel est cet angle ici qu'on appelle l'angle gamma? Alors, on a trois équations possibles. Une dernière chose, on a déterminé la longueur du vecteur rouge qui est l'hypoténuse, C. Alors, trois équations possibles. Une des équations, c'est cosinus de gamma égale quoi? Le cosinus de cet angle, c'est l'adjacent, c'est-à-dire l'adjacent, c'est CX pour lui, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sur C. Maintenant, on connaît CX, on connaît C, on peut calculer ça. On peut aussi utiliser le sinus. Le sinus, c'est l'opposé, donc l'opposé, c'est le côté jaune, l'opposé à l'angle, et le côté jaune, lui, c'est CY. On doit diviser par l'hypoténuse, donc toujours par C. Donc là encore, on connaît CY, on connaît C, donc on peut calculer l'angle gamma grâce à ça. Et puis, il reste une dernière possibilité, c'est d'utiliser la tangente. Alors, la tangente, on l'utilise moins souvent, tan opage, on dit, donc l'opposé de l'angle gamma, c'est le côté jaune. Donc, le côté jaune, c'est CY pour nous. Et donc, ce CY, on doit le diviser, tan opage, on doit le diviser par l'adjacent, et l'adjacent, c'est CX, c'est le côté vert. Donc, maintenant qu'on a les composantes CX et CY, on peut donc calculer la tangente, et de ce fait, on peut calculer aussi l'angle gamma. Alors, on fait ce qu'on veut. On utilise l'une ou l'autre, ou encore l'autre, de ces trois équations. Moi, je vous propose d'utiliser la tangente. Alors, si on utilise la tangente, eh bien, dans ce cas-là, dans le corrigé, on obtient, c'est ce que j'ai fait là en bas, la formule elle est là, la tangente de gamma, pardon, c'est CY sur CX, donc c'est exactement cette formule ici. Et donc, du coup, gamma, c'est la tangente inverse du rapport CY sur CX. Je vous rappelle que CY, c'est moins 0,837, donc on retrouve ici, et que CX, ça c'est le CY, pardon, et finalement le CX, c'était moins 5,225, qui apparaît ici dans la formule, là. Donc en faisant ce calcul, on trouve une valeur pour l'angle, et cette valeur, c'est 9,1 degrés. Alors, si vous utilisez le cosinus, c'est-à-dire cette formule ici, en procédant de manière analogue, vous allez obtenir gamma égale 170,9.
Alors vous direz, mais 170,9, ce n'est pas la même chose que 9,1. En fait, d'une certaine manière, oui, hein, parce que en fait, si vous faites 9,1 plus 170,9, ben, ça fait 180 degrés. Donc en fait, c'est comme si au lieu de regarder comme ça, vous le regardiez en bas de l'autre côté. Hein. Donc en gros, excusez-moi, c'est comme si au lieu de le regarder comme ça, vous le regardiez de l'autre côté. Donc finalement, c'est un peu le même angle. Et puis, si vous utilisez le sinus, eh bien dans ce cas-là, vous allez trouver comme valeur, ça je ne voulais pas faire, voilà. Si vous utilisez le sinus, vous allez trouver comme valeur moins 9,1. Alors, moins 9,1, c'est parce qu'en fait, je peux montrer directement sur le schéma. Je vais faire tout ça. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on obtiendrait 9,1 en fait, moins 9,1? Eh bien, c'est parce que ici, sur le schéma, ici, voilà, le vecteur pardon, C qu'on cherche étant comme ceci, l'angle gamma, il est ici. Donc, si on va dans ce sens, ben, c'est moins 9,1. Voilà, donc bon, ça dépend un petit peu dans quel sens on le prend. On ne va pas chipoter sur le signe. Ce qui est important, c'est d'avoir obtenu un angle gamma qui est donc à peu près égal à 9 degrés. Hein, de toute façon, le virgule 1, on ne le mesure pas hein, à la règle, à l'équerre, hein, donc au rapporteur, je veux dire. Donc, 9 degrés, on arrive à le voir. Et donc, on obtient un angle de 9 degrés ici, en dessous de l'axe X. Et on a déterminé la longueur du vecteur C, on a déterminé ses composantes. Donc, on a pu déterminer de manière claire et nette le vecteur C qu'il faudrait ajouter au vecteur A et B de manière à avoir cette somme A plus B, donc la résultante des trois, A plus B plus C égale 0. Ça, c'est plus propre. Hein. Déterminer par calcul, c'est beaucoup plus propre que de le déterminer géométriquement. Parce que bon, géométriquement, ce n'est pas faux, hein, on y arrive, mais disons, on est quand même limité par la précision de la règle et de l'équerre et du rapporteur pour les mesures. Et puis surtout, en faisant une construction géométrique, on peut facilement dévier hein, en faisant des translations, faire ça de manière un peu imprécise, tandis que par calcul, si on fait les calculs correctement, on obtient des valeurs très précises. Voilà pour la correction de cet exercice 3, partie B.